Josephine. I won't leave you waiting in between. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 55 de la saison 3 du podcast Les enfants vont bien. Je vous retrouve ce lundi après 2 semaines de pause sur le podcast. Comme je vous l'avais proposé, nous retrouvons Natacha du compte @la curiosité bienveillante pour répondre à l'une des questions de la boîte à questions lancée directement suite au dernier épisode enregistré avec elle. Je n'ai pas été surprise de voir ce thème arriver dans les réponses. C'est très fréquent que je le retrouve aussi dans mes messages privés. Nous allons donc traiter aujourd'hui du sujet suivant. Comment trouver sa place en tant que parent ? Parent qui a porté l'enfant et parent qui n'a pas porté l'enfant. C'est un sujet d'inquiétude chez tous les futurs et nouveaux parents. Et ce serait trop facile de répondre de laisser le temps au temps et que les choses vont se faire. C'est vrai, en partie. Et parfois ça ne fonctionne pas du tout. Alors avec Natacha, nous vous donnons quelques tips, ceux qui ont marché pour elle et pour moi, et les erreurs que nous avons commises, en espérant que cela vous serve à vous aussi. Je pense que cet épisode est idéalement à garder dans un coin de votre tête pour vous le repasser dans les moments les plus difficiles de votre parentalité. J'aurais vraiment aimé que l'on me prévienne et que l'on me guide après la naissance de mes enfants. Ne pas m'enfermer dans mes erreurs en pensant bien faire. J'espère qu'il vous sera utile. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Natacha. Bonjour Constance. Je te remercie beaucoup de t'être encore à nouveau rendue disponible pour cet enregistrement. J'ai presque l'impression qu'on s'appelle toutes les semaines en ce moment. Oui, c'est presque ça, puisqu'on a fait un live, donc voilà. Mais exactement, la semaine dernière. Aujourd'hui, on se retrouve parce que, comme je l'avais dit, on se retrouvera maintenant régulièrement pour traiter de questions qui peuvent se poser mes auditeurs, pour traiter d'une question qui revient vraiment très fréquemment dans mes MP et qui est arrivée dans la boîte à questions aussi. La question est comment trouver sa place en tant que parent et en tant que parent qui n'a pas porté dans la famille. Ouais, c'est un vaste sujet. Un vaste sujet et qui est aussi peu simple qu'il peut l'être en fonction des contextes et des compositions familiales. C'est ça. Et dans nos familles, on sait qu'il y a énormément de compositions familiales différentes. Donc, effectivement, de toute manière, il n'y a pas de réponse stéréotypée, on va dire. Il n'y a pas de réponse stéréotypée. Un des seuls points communs qu'il va y avoir, ça va être, et c'est ce qui s'est dit pendant très longtemps, notamment dans les études en systémique et en psychanalyse, hein, parce que l'ancêtre, entre guillemets, on peut dire ça comme ça, de la psycho, c'était quand même uniquement la psychanalyse, hein, dans un premier temps. Alors, à l'époque, on parlait pas de couple homo, hein. On va bien se parler. On parlait même pas non plus trop de couple recomposé. On parlait vraiment de hétéro, c'est que déjà rien que la place du père dépendait uniquement de la place que lui laissait la mère. Oui. En gros. Ce qui, à mon sens, n'est pas totalement vrai, mais n'est pas totalement faux non plus. Tout à fait. C'est que la personne qui a porté l'enfant va laisser une place, va avoir une posture par rapport à l'altérité et par rapport à l'extérieur vis-à-vis de son bébé, qui va dépendre de beaucoup d'éléments, mais forcément en fonction de comment est-ce qu'elle réagit, ça va avoir une implication totalement très forte par rapport à la façon dont les autres peuvent interagir avec l'enfant. Ouais, c'est vrai que c'est difficile en plus de laisser la place entre guillemets et de savoir doser ce qu'on peut donner ou pas donner en fait. Je pense que c'est d'autant plus difficile dans le cas d'un premier. Oui. Et dans le cas où on a beaucoup de choses à se prouver à soi-même. Dans les contextes un peu pressés comme ça, où la vie de la mère a fait que elle a dû
et elle a développé la croyance comme quoi elle était omnipotente et qu'elle devait tout gérer toute seule, quand elle a pu créer en fait des croyances comme quoi aussi allez, aussi plein de bonne volonté soit-il, le père ou le deuxième parent n'était pas totalement fiable, etc. Ça peut générer en fait une envie d'être totalement indépendante par rapport à ça. Et indépendante pas dans le sens de ne pas laisser de place, mais indépendante dans le sens où si je ne suis pas capable de le faire, qu'est-ce que je ne suis pas capable de le faire non plus. Oui, complètement. Et donc il y a ce côté. Ouais, il y a ce côté. Comment est-ce que je peux avoir confiance en moi dans ma maternité si je ne suis pas capable de m'en occuper seule? Parce que c'est globalement le modèle qu'on nous vend aujourd'hui. On est dans des, comme on dit toujours, hein, nous petits humains, tous séparés dans nos petites maisonnettes, chacun de notre côté, et on doit tout gérer tout seul. Et donc on apprend depuis très jeune à se dire, en fait, on doit se débrouiller tout seul, quoi. Il y a ce mythe du alors on parle de mythe entrepreneurial, hein, mais du self-made man. Il y a ce côté genre très fier de l'autonomie tirée à son paroxysme, et la parentalité rentre en fait complètement dans ces schémas sociologiques qui nous habitent aujourd'hui, qui sont ce mythe en fait de l'indépendance et de l'autonomie suprême, notamment dans le cadre de l'accompagnement des enfants. Ce qui rend d'ailleurs beaucoup de femmes très déconcertées, voire complètement malheureuses, quand elles se rendent compte que pour elles, être constamment sur le front et être en totale autonomie toute seule, eh ben ça leur provoque beaucoup de mal-être parce que elles ne se sentent plus capables de faire autre chose et qu'elles se sentent vraiment très voilà, envahies par tout ça, et qu'elles se demandent, et le truc qui revient très souvent, c'est moi j'y arrive même pas avec un seul, alors qu'il y en a d'autres qui arrivent avec 3, mais comment ça se fait que moi je suis aussi nulle et que j'y arrive pas? Et puis le premier, c'est tellement difficile. On se met tellement d'injonctions. Enfin, tu vois. Bien sûr. Et puis à ce côté aussi où c'est un fantasme, quoi. Oui. C'est un fantasme de dire que les femmes y arrivent toutes seules. C'est pas vrai. Ce n'est quasiment jamais le cas. Et quand bien même il y en aurait qui y arriveraient, on ne connaît ni son contexte de vie, ni les ressources qu'elle a, et ni ce qu'elle a autour d'elle. Généralement, c'est les 3 éléments qui manquent, en fait, dans l'observation d'une situation. Et c'est vrai que c'est très difficile, je trouve encore plus pour nos générations qui ont accès à Internet et aux réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ne montrent qu'une partie de la vie, qu'une toute petite partie de la vie des gens, et c'est très souvent mis en scène, et on en a parlé sur le live, mais c'est vrai que ce complexe de la mère parfaite, c'est très compliqué à aborder quand on voit qu'il y a des gens qui, soi-disant, s'en sortent parfaitement et qui ont des enfants propres, mouchés, maquillés, limite, impeccables, quoi, toute la journée, quoi. Oui, et c'est comme si aussi les parents, alors qu'ils soient que les parents soient en couple ou non, quand il y a une maman solo, etc., c'est la même chose. On voit en fait toujours le côté les parents qui s'occupent des enfants. On voit jamais la place que peuvent prendre les amis, les parrains, les marraines, les alloparents. Donc ce que j'appelle les alloparents, c'est tantes, grands-parents et toutes les personnes en fait qui gravitent dans la famille autour de l'enfant. Tout ça, on le met pas trop en évidence finalement. Ouais, c'est vrai. Et le fait, ce mythe en fait de dire on se débrouille tout seul, il est totalement surévalué parce que ce n'est pas vrai. Le problème qu'il y a, c'est que comme on a ce mythe très ancré, eh ben ça peut générer le fait qu'on bloque complètement, consciemment ou inconsciemment, la place des autres auprès de l'enfant, et donc la place parfois aussi du second parent, quoi. Oui. Et dans ce cadre-là, dans cette question-là, en fait, il y a aussi le fait, moi je trouve qu'il faut arriver aussi à accepter que l'autre va sûrement savoir faire, mais pas comme nous on l'aurait fait. Et ce lâcher prise là, il est hyper compliqué c'est difficile d'y accéder. Comme tu le dis, c'est exactement ça. Il y a non seulement le fait que il faut réussir à lâcher sur le fait que quelqu'un d'autre puisse le faire, mais alors il faut réussir à lâcher sur le fait que quelqu'un puisse le faire et le faire différemment. C'est quelque chose d'ailleurs qui est extrêmement compliqué, puisque c'est, encore une fois, ça paraît un peu absurde, mais ça va encore dans le sens de la façon, un peu du lean management en fait qu'on a aujourd'hui dans la société, c'est que les choses peuvent être quasiment faites que d'une seule bonne manière. Oui. Très souvent, dans les entreprises, on va te demander d'avoir un protocole. C'est ça. Tout est processé. Si tu dépasses le protocole, si le résultat est bon, et ça c'est un truc classique, tu fais des matchs, t'as ton résultat qui est bon, mais si ton déroulé
ce qu'on appelle la démonstration est mauvaise, ils vont dire non, c'est pas bon. Ouais. Mais le résultat, il est juste. Oui, mais c'est pas la bonne manière. C'est ça. Là, c'est la même chose, en fait. On nous apprend ça depuis tout petit, en fait. Ouais. Quand on nous apprend à participer aux tâches ménagères, très souvent, on va avoir un parent qui va, ou des gens, ou même à l'école, non, c'est comme ça. C'est d'abord le point A, puis le point B, puis le point C. Peu importe si, en fait, les 3 tâches sont faites, etc. Mais il y a un peu ce côté très arc-bouté. Et je pense que ça se répercute aussi dans la vie parentale, parce que, aussi, quand on est très dans, ce qui est logique, hein, dans la volonté de extrêmement bien faire, on peut avoir l'impression que une seule bonne manière peut arriver à un résultat satisfaisant. Et comme c'est notre perspective sur les choses, elle va donner à un résultat, puisque on a nous-mêmes notre filtre, alors qu'une personne autre, elle va voir ce résultat sous un autre regard et forcément donner autre chose. Et c'est la grande complexité de la vie en couple aussi, d'ailleurs. Hein. Complètement. Et de la vie en collectivité, d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, on nous a très peu appris, en fait, à vivre en collectivité. Quoi qu'en dise aujourd'hui le fait qu'on apprend, soi-disant, le vivre ensemble à l'école, la vie en collectivité est compliquée, justement parce qu'on nous a beaucoup appris à ne fonctionner que par nous-mêmes, ne faire confiance quasiment qu'à nous-mêmes, et à difficilement accepter, en fait, les fonctionnements alternatifs. Donc ça, c'est vrai que c'est 2 éléments qui sont assez compliqués. Un autre élément qui peut compliquer la mise en place d'une relation apaisée et d'une place, on peut vraiment le dire comme ça, oui, avec le second parent, ça va être, ou les alloparents d'ailleurs, ça va être de quelle place ce second parent veut prendre et veut réussir à prendre et parvient en fait à investir. Oui. Dans le sens où, évidemment, il faut avoir envie. Clairement. Si t'as pas envie de le faire, tu te dis, ça m'intéresse pas tant finalement et je me sens pas très à l'aise, voilà. Et dans le je me sens pas très à l'aise, qui arrive très souvent, il y a beaucoup d'éléments d'ordre, pareil, hein, affectif et allez, on peut dire, hein, au niveau psychique, quoi. C'est qu'en fait, si t'as construit la croyance comme quoi ton bébé, il avait pas besoin de toi, parce que c'est pas toi qui l'as porté, et que donc, en fait, tu peux pas prendre ta place parce que t'as pas ce qu'il faut pour consoler ton enfant, pour le nourrir potentiellement. C'est, par exemple, j'y pense dans les cas des mamans qui allaitent, oui, j'allais venir par rapport à un conjoint qui pourrait dire, mais de toute façon, t'allaites, moi je peux rien faire. C'est un argument qui est souvent utilisé par des familles aussi, qui disent non, mais ton enfant, tu l'allaites, je peux pas le prendre, hein, de toute façon, t'es occupé avec, on sait pas très bien quoi en faire. À mon sens, c'est un faux argument qui s'entend dans le sens où, si tu me dis ça, ça veut dire que t'as sûrement peur qu'il se passe quelque chose. Ça veut dire que, en mon absence, t'as peur de pas être en mesure de répondre à ses besoins. Et encore une fois, on va aller à la rencontre des peurs des autres pour dire, tiens, mais pourquoi en fait t'as peur de ça? Mais pour aller à la rencontre des peurs des autres, il faut avoir fondamentalement soi-même envie de pouvoir partager en fait cette tâche, cette tâche à l'enfant. Ce qui fait que ça peut créer, il y a plusieurs barrières en fait qui peuvent venir se glisser entre en gros l'image de deux parents investis, etc. et d'une famille qui donne des soins, et la réalité en fait moi je suis un peu bloquée dans mon fonctionnement j'ai envie en fait d'être hyper performante pour moi-même et de me prouver que je sais le faire. L'autre parent, il peut avoir la croyance comme quoi il est moins utile et moins efficace, et donc ça génère des tensions. Et ça génère des tensions, notamment dans le lien à l'enfant, parce qu'on se dit, ok, si je peux rien faire pour l'enfant, je vais faire tout ce qu'il y a à côté. Et ce qui peut être très bien, hein, d'avoir un autre parent qui va vraiment prendre en charge tous les à côté, clairement. Mais ça veut dire aussi parfois que s'il y a pas de coordination et de discussion autour de ce qui fait du bien à chacun, on peut vite se retrouver à être bloqué dans des tâches un peu stéréotypées, parfois même celle qui a accouché s'occupe exclusivement de l'enfant et de ce qu'il y a autour de l'enfant, et puis l'autre qui a pas accouché s'occupe de la maison, quoi. Oui. Après, ça, c'est vrai que, tu vois, tu as mis le doigt dessus, quoi. Le principal, c'est la communication. C'est difficile souvent parce qu'on attend que l'autre sache ce dont on a besoin et ce dont on a envie sans avoir à le demander, parce que demander de l'aide, c'est compliqué, c'est dur. Ça veut dire admettre qu'on est faillible, en fait. Et cette notion-là, tu vois, pour moi, c'est essentiel. La communication, c'est ce qui va vraiment permettre à chacun de trouver sa place et que les choses se fassent petit à petit. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu un bateau quand on dit comme ça dans un couple. Ce qui est très important, c'est la communication.
tout le monde le dit, tout le monde le sait, on est tous un peu là genre ah bah dis donc c'est nouveau sous le soleil hein. C'est ça. Mais en fait on a tendance à avoir une croyance un petit peu fantasmée du couple qui va être à partir du moment où on est en couple avec quelqu'un qu'on aime. Rien que ça veut dire que c'est censé se passer de manière fluide et presque automatique. C'est ça, sans avoir à demander. Sans avoir à demander, ça veut dire qu'on est connecté à l'autre. Il y a un peu ce fantasme aussi dans les flammes jumelles, tu sais, genre on est connecté à l'autre, ça fonctionne de manière fluide, c'est waouh. Alors qu'en vrai, dans un couple qui vit notamment dans le quotidien, rajoutons la couche des enfants, la flamme jumelle du quotidien hyper enflammée qui se passe sans aucun accroc. Comment te dire que c'est un fantasme? Un vrai fantasme. Ça n'existe pas. Et comme il y a eu ce fantasme pendant très longtemps, par exemple, alors là je fais un détour par la sexualité, mais je trouve que c'est un lieu aussi de commun de beaucoup de fantasmes, c'est la sexualité, en fait on doit pas rigoler pendant qu'on est en train de faire l'amour, on doit pas communiquer parce que sinon ça casse le côté très sensuel, etc. Et en fait c'est la même chose dans le couple. On a l'impression que décrypter tout son fonctionnement et l'expliquer à l'autre, l'expliciter, etc. Oh là là, c'est quand même un peu pénible, quoi. On perd du temps de qualité pour discuter de nos problèmes. C'est une remarque que j'entends très souvent. Or, moi, à mon sens, c'est une perception que je dis, oui, je comprends que vous le perceviez comme ça. Moi, je vous donne une autre perspective, c'est que, en fait, dans la vie, on prend toujours du temps. En fait, on peut considérer qu'on perd toujours du temps à discuter des considérations pratiques et des considérations d'ordre connexion et communication et connaissances interpersonnelles pour en gagner plus tard. Oui, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, quand on peut évoquer en fait les difficultés qu'on a, on peut trouver des solutions ensemble. Alors que quand on les garde tabous, quand on les cache, en fait elles se cristallisent très souvent et on génère de l'amertume, et c'est de l'amertume qui est souvent très réciproque. Oui, exactement. C'est pas évident. Mais c'est pas évident parce qu'on nous apprend pas vraiment à faire ça non plus. En fait, quand on est enfant, c'est pas un truc qui est très, très spontané dans toutes les familles de dire ok, là il y a une tension, on va en discuter. Dans beaucoup de familles, il y a une tension, ça gueule. Parfois il y a des punitions, parfois il y a des gens qui boudent et ça peut durer de 1 heure à plusieurs jours. Je connais des familles où c'est comme ça, où il y a des parents qui font la gueule, ou des pères souvent qui font la gueule pendant plusieurs jours d'affilée, j'en parlais ça. Ouais, ma mère c'était des mois, après, des mois. Truc de ouf. Mais rien ne se dit. Ouais. Donc en fait, ça t'apprend à avoir vachement peur du conflit. Ça t'apprend aussi à avoir très peur de ce qui se passe pas bien, et donc d'essayer de vraiment l'écraser et de pas en parler parce que ça fait peur. Ouais. Et donc là aussi c'est un frein en fait à la communication et à rechercher la place de chacun, parce que si en fait tu as des difficultés à communiquer de base, à émettre, à ne serait-ce que détecter tes émotions, à détecter tes besoins, c'est forcément une difficulté en plus dans tout ça. Ouais, donc c'est vrai que parfois, les problèmes de couple font émerger, et d'ailleurs j'ai envie de dire toujours, un problème de couple fait émerger son fonctionnement personnel, fait émerger les divergences de fonctionnement entre les deux partenaires et les choses à travailler chacun de son côté pour permettre en fait une relation et une communication plus apaisée. Et c'est vrai que c'est là où souvent, on parle du baby clash. Parce que c'est l'arrivée, alors c'est même pas valable que pour le premier enfant, ça peut arriver même sur le deuxième ou le troisième, mais c'est l'arrivée d'un enfant qui fait émerger peut-être potentiellement les difficultés de communication qu'il y avait dans le couple avant, et qui en plus de ça va faire découvrir à l'autre comment son conjoint est en tant que parent. Et c'est peut-être pas ce qu'on attend. Les conflits de valeurs. Ouais. C'est très intéressant, c'est quelque chose que je trouve qu'on travaille beaucoup, notamment quand on prend en charge le burn-out parental. On a carrément, il y a les personnes qui m'ont formée là, on même créé des outils pour mettre en évidence quelles sont nos valeurs en tant que personne et en tant que parent, et de percevoir à quel point il peut y avoir des divergences en fait entre les deux parents. Et si évidemment en fait il y a des conflits en termes de valeurs, en termes de fonctionnement, et qu'on comprend pas les valeurs de l'autre, etc., et ça peut créer des sacrément grosses incompréhensions au quotidien sur pourquoi tu fonctionnes comme ça, et pourquoi est-ce que tu as telle exigence, et pourquoi est-ce que tu as telle attente. Si on comprend pas quelles sont les valeurs qu'il y a derrière, ça peut être très compliqué. Oui, clairement. Et en fait, ce qui est très compliqué, c'est qu'on peut, je crois que toutes et tous, on a envisagé la façon dont on serait parents quand on était, même avant la grossesse ou même pendant la grossesse, on a pu imaginer. Puis vous voyez la réalité. Voilà, c'est ça. Où on se dit
bah je m'y attendais pas en fait. Ouais. Je m'y attendais pas à ce que ce soit aussi terrassant, et terrassant dans un sens parfois très positif ou dans un sens parfois très négatif, on va pas se le cacher. Et donc ça peut être très déconcertant parce que ce qu'on avait anticipé en termes de couple, ce qu'on avait discuté parfois, le côté ce que j'entends beaucoup c'est on va pas se laisser bouffer. C'est ça. Ça ne va pas changer ma vie. En tant que parent, on va faire en sorte de pas le prendre avec nous dans le lit parce que franchement ce sera une mauvaise habitude, même que le plus tôt possible on va le remettre dans sa chambre, on va pas répondre tout de suite à tout parce que franchement on ne va pas devenir ses esclaves quoi, on est d'abord un couple. Alors moi à chaque fois je suis là genre ouais, c'est un bel objectif je dis pas le côté rester un couple c'est super évidemment. Alors la réalité d'un couple d'un enfant de moins d'un an c'est quand même rarement possible c'est ça. Je te dis pas quand il y a des multiples. Je dis pas que c'est impossible s'il y a un bon support et un bon soutien notamment familial autour ou d'amis très proches autour qui prennent de la place et qu'on leur laisse la place, ça peut se passer. Mais n'empêche que très souvent en fait il va y avoir des incompréhensions parce que un des parents et souvent celui qui n'a pas porté l'enfant va celui ou celle qui n'a pas porté l'enfant va être dans ce truc là, on avait dit ça, ok, donc on le fait, et la personne qui a porté va être là genre ouais mais en fait je le sens pas du tout. Finalement je ne sens pas du tout cette stratégie, ça me fend le cœur et j'ai envie de hurler mon malheur, donc en fait on va pas faire ça, donc et ça. D'un coup il y a une scission qui se passe entre les deux parents, scission encore accrue par notre formidable congé paternité pour être très parce que alors, on ironise mais je trouve ça dramatique, mais en gros à mon sens il y a ce côté où le congé, aujourd'hui on a un congé entre guillemets congé pour les seconds parents qui est de 28 jours. Nice, c'est mieux que les 14 et les 11 d'avant. Voilà, tu sais qui me fait rêver moi ce congé de 28 jours par rapport à ce que nous on a eu. J'imagine. C'est évident. D'un autre côté 28 jours c'est bien, mais on sait très bien qu'à long terme c'est pas suffisant. Non, et qu'un enfant quand il a un mois, il a un mois quoi. Déjà, il est toujours pas autonome ni indépendant. Ouais, c'est ça, il fait toujours pas le café et son biberon le matin quoi, s'il y a un biberon. Non, on a essayé mais ça marche pas. Ouais. Et donc en fait ça veut dire qu'il va y avoir une différence de vie qui va être extrême et très intense entre les deux parents. À partir du moment où il y a un retour au travail quand l'enfant a un mois. Et encore, quand je dis un mois, c'est qu'il faut quand même se dire qu'il y a plein de seconds parents qui ne prennent pas ce mois. Ouais, c'est ça. Voilà, pas pour différentes raisons, pour des raisons parfois d'ordre de quand on est à son compte, c'est compliqué. Tu peux pas, parfois en fait. L'entreprise te barrage, quand il y a des menaces de licenciement, quand il y a de la pression au travail extrêmement forte, et quand aussi ça arrive quand le parent en fait se sent totalement démuni par rapport à l'arrivée d'un enfant et fuit dans le travail. Ouais, et ça arrive aussi. C'est une réalité, c'est pas genre juste accessoire, c'est pas un truc qui arrive de temps en temps. C'est malheureusement très fréquent parce que comme on n'a pas appris, notamment là j'ai parlé particulièrement des hommes, mais c'est le cas aussi de certaines femmes qui n'ont pas porté l'enfant à côté, mais on n'a pas trop appris à prendre sa place auprès d'un enfant, on n'a pas trop appris on n'a parfois pas très investi de la maternité, on n'a pas été très investi dès la préparation à la naissance. Parce que le cadre, les process ne comprennent pas ça comme ça, ça peut générer de la distance. L'histoire personnelle peut faire aussi que ça fait peur, en fait, de devenir parent. Même si on le voulait très fort, ça peut faire très très peur. Et donc, en fait, le travail devient un argument parfait pour fuir, en fait. Et puis, en plus, ce qui est pratique, c'est que ça rapporte de l'argent. Donc, en fait, on a l'argument de, attends, trop bien, je comprends, mais quand même, financièrement, ce serait bien quand même. Ouais. Donc, il y a tout ce côté-là aussi, qui peut devenir compliqué. Et à partir du moment où on a une vie très différente, et on a des perspectives très différentes sur la vie quotidienne, ça peut générer un problème de place dans le sens, et de rôle, dans le sens où, toute la journée, t'es tout seul, quoi. C'est ça. Donc, à partir du moment où la journée, t'es censé gérer tout seul, c'est compliqué que dans les moments où t'es pas tout seul, tu fonctionnes différemment. Ouais. Et en même temps, c'est dans ces moments-là où toi, t'as juste envie de passer le bébé et de dire, maintenant, démerde-toi, quoi. Parce que c'est à ce moment-là qu'arrive la notion d'équilibre. Ouais, c'est ça. Qui à mon sens, est utopique. Oui, parce que... on n'a pas tous la même notion et le même rapport à l'équilibre déjà, donc c'est un peu compliqué. Non, tout à fait. Et il y a ce côté où, en effet, on a beaucoup besoin de passer le relais, et où, en effet, il peut y avoir, du coup, la perspective de la personne qui rentre du boulot en se disant, mais attends, alors, oui, je suis ravie de retrouver ma famille et mon enfant, mais en fait, j'ai quand même bossé toute la journée.
Et je suis claquée. L'autre, ce qui est vrai, hein, Oui. l'autre en face qui va dire attends, mais alors toi t'as bossé toute la journée, c'est bien gentil, mais t'as eu sûrement tes pauses clopes si tu fumes, ta pause café et ton repas de midi sans entendre des cris, des hurlements et un besoin intempestif. Alors t'es bien gentil, ton boulot tout mignon, mais en fait ton gamin tu vas le prendre en fait, parce que moi je m'en suis occupée toute la journée, on est deux. C'est ça. Et moi, En j'ai pas eu vrai, mes pauses. et c'est ça. Et ce truc-là, parfois déjà ça devient inaudible. Ah non, mais En c'est fait, impossible. et déjà Impossible. ça peut être un premier truc d'incompréhension mutuelle, parce que comme on vit pas le truc en tant que tel, ça peut être compliqué. Et puis il y a les Ouais. week-ends aussi où on va avoir le parent qui avait l'habitude de tout gérer seul, qui va avoir des attentes très fortes par rapport à l'autre parent, que ça roule aussi bien qu'en semaine. Et j'entends très souvent, mais en fait le week-end c'est super chiant, parce qu'en fait les gamins ils sont tout déboussolés parce que ils respectent aucune de nos routines de la semaine, quoi. C'est ça. Et puis c'est là où justement, il faut savoir admettre que le conjoint peut ne pas faire les choses de la même façon que soi. Et là, c'est dur. C'est ça. C'est ça. Et aussi que le conjoint comprenne parfois et entende que certaines choses sont organisées de manière logique. Oui, c'est C'est ça. que s'il y a une routine qui fonctionne plutôt bien et qu'on a des enfants, parfois des enfants qui sont particulièrement anxieux ou des enfants avec des atypies, on va avoir besoin en fait de respecter une certaine routine parce que ça peut être compliqué. C'est ça. Donc il y a éventuellement, c'est toujours du cas par cas déjà, et c'est toujours un compromis à faire entre les deux et un chemin à faire de chaque côté pour se retrouver dans une zone qui est safe pour tout le monde. Et c'est long. C'est ça qu'il faut garder en tête, c'est qu'on trouve pas un équilibre en claquant des doigts. C'est pas en se disant, en faisant une checklist, en se disant bon, toi tu fais ça, et ça va rouler, que ça roule. En fait non, ça marche pas. Il faut juste prendre le temps que chacun trouve sa place et ses routines pour que ça fonctionne. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a ce côté qui peut être compliqué parce que j'aime pas le côté un peu la palissade du on est dans une société qui prône l'immédiateté. Bon, il y a quand même, c'est un peu vrai. Oui. Dans soi, on est quand même dans la volonté que tout aille très vite. Mais je crois que c'est une composante humaine. On n'aime pas trop que les choses traînent. Il y a des gens qui ont beaucoup de résilience et qui vont dire oui, je sais bien que ça va venir, etc. Et qui, au contraire, se laissent enfermer par ce côté. Un jour, ça ira mieux et donc je serre les dents. Et à un moment, ça ira bien mieux. Mais il y a des fois où en fait c'est un peu un entre les deux, quoi. C'est s'il y a un truc qui va pas bien, c'est important de le dire en fait. Ouais. Et encore une fois, ce qui peut être compliqué, c'est qu'il y a une manière de le dire, parce que si on le dit de manière agressive, évidemment, ça n'aura pas un impact favorable. Ouais. Mais souvent on en est déjà là. Mais bien sûr. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut aussi avoir de l'indulgence envers soi-même et envers les autres. Ouais. De se dire en fait, bien sûr qu'il y a des fois quand t'es énervé, tu vas pas commencer à faire des courbettes en disant très cher, parlons en communication non violente très caractéristique. Cette situation m'a rendu triste, quand tu fais ça, je me sens agressée, peux-tu faire s'il te plaît un effort? Non, en fait, on dit pas genre le truc. Non, je vais pas dire ce qu'on dit, mais ça peut être vulgaire. Ouais. Ce serait cool, hein, vraiment, mais en fait, ce serait un peu bizarre déjà, parce qu'on n'a pas appris à parler comme ça, donc voilà, mais dans les cas où on se met autour d'une table pour discuter, c'est intéressant de démocratiser aussi ça, se dire, en fait, dans une famille, on a besoin de réajuster. Toujours. Ouais, toujours. Et quand je dis dans une famille, c'est entre deux individus, quoi. Et on a besoin de réajuster les règles de vie communes, on a besoin de réajuster ses ressentis, on a besoin de faire sortir les trucs du côté, en fait, quand quelqu'un est énervé, je suis pas forcément fautif. Et ce qui est vrai, en fait, quand tu finis ta journée de boulot, tu peux être très énervé. C'est pas pour autant que l'autre en face est fautif. Même si, en fait, tu dégoupilles quand il dit quelque chose, la personne, elle est potentiellement le déclencheur, mais elle est pas de la personne qui a fait accumuler, en fait, toute attention. Ouais. C'est pareil pour les enfants. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des temps d'échange très tôt, en fait. Moi, c'est ce côté, hein, que j'aime beaucoup, c'est le temps d'échange en famille, qui a été, théorisé, on peut dire ça comme ça, je crois, par Jeanne Nelson, de la discipline positive, où en fait, en gros, c'est vraiment des temps qui sont organisés de manière très régulière, voire hebdomadaire dans les familles, pour dire, ok, cette semaine, comment est-ce qu'elle s'est passée, c'était quoi tes ressentis par rapport à tout ça, c'était quoi vos ressentis, parce qu'après, quand les enfants grandissent, notamment la jeune fille, elle pourrait totalement participer, tu vois, à 9, 10 et 6 ans, ça peut le faire totalement, quoi, tu vois. Et de voir un peu comment ça fonctionne et ce qui a pas été très bien vécu, les moments qui ont été des tensions, tiens, ok, mais pourquoi est-ce que systématiquement les tensions reviennent à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement pour que tu te sentes mieux, etc., etc. Et donc en gros, de travailler ensemble. Ouais, et encore une fois, ça va être du temps pour en gagner et gagner une qualité, en fait, de vie commune à côté de ça. Ouais, c'est une très très bonne astuce, ça. Franchement, je pense que je pourrais le mettre en place parce que en plus de ça,
t'as tendance, toi, parent, à culpabiliser de quelque chose que tu as pu faire qui finalement n'a pas été perçu comme tu l'as fait par tes enfants. Et inversement, il y a peut-être des notions, des choses dont tu n'as pas notion, qui les ont blessés ou touchés, et qui peut être pas mal de déverrouiller, quoi. Ouais, et le fait de débriefer comme ça fait aussi, ça fait sortir de la culpabilité, ça donne de la légitimité aux émotions. Tu le fais généralement dans un temps qui est opportun. Donc moi, ce que je dis toujours, c'est faites ça éventuellement un jour de week-end Oui, c'est ça. ou de congé vers 10h du matin, Ouais. ou alors vers 16h pendant une collation, histoire que ce soit un moment chouette où il n'y a pas de fatigue, où il n'y a pas de tension accumulée, etc., où il n'y a pas de stress, de trucs à faire après, histoire que ce soit un temps aussi oui, c'est un peu comme une réunion de famille en fait, un peu sympa, où on peut aborder réellement les émotions, les choses qui se passent à froid, pas juste après un conflit, quoi. Oui, c'est ça. Pas quand tout le monde est encore sur les dents, quoi. Ouais, exactement. Et en fait, trouver sa place en tant que coparent, en fait, parce que c'est ça, globalement, hein, elle s'enracine dans plein de structures familiales différentes. Il y a le côté parents ensemble, évidemment. Il y a aussi le côté parents de couples homo où il y en a une qui a pas porté ou un qui a pas été à l'origine des gamètes. T'as aussi le côté des beaux-parents qui s'ajoutent à la famille. Complètement. Ou alors, et qui deviennent parfois un parent principal par rapport à un autre parent qui n'est plus là, ou qui soit par décès ou par absence, en fait, concrète. Et donc, en fait, tout ça, ça se compte et ça prend une espèce d'importance qui va toujours changer au fur et à mesure du temps. Ouais, complètement. En fait, au début, ça peut être plus compliqué. En fait, ça peut être plus compliqué quand, au début de la vie d'un nouveau-né, il y a un peu tout ce truc aussi, ce fantasme de l'instinct maternel, qui peut être certaines femmes totalement, en effet, déroutant en termes de puissance, dans le sens où on se dit, waouh, en fait, je veux fusionner avec mon enfant et le garder et être en hyper vigilance au-dessus, etc., etc., C'est etc. ça. Et personne d'autre ne compte. Et personne d'autre ne compte. Et d'un autre côté, il y a des mères qui vont tout de suite ressentir un énorme mal-être. Bonjour la dépression postpartum. Un énorme mal-être dans leur façon d'être mère, et où la place du père ou du coparent, va être hyper aussi un équilibre à trouver, parce que les mères qui sont en dépression postpartum ont besoin de soutien, ont besoin d'avoir du relais très fort, d'avoir des gens qui vont prendre soin de ce bébé qui vit quand même, mère et bébé vivent des choses extrêmement dures à ce moment-là. C'est la réalité. Enfin, c'est pas un leurre de se dire que les enfants aussi ont du mal avec cette période de la vie dans la maternité. Et c'est un fait. C'est pas pour culpabiliser, c'est vrai. En fait, c'est compliqué quand l'accordage se fait difficilement. C'est difficile pour les deux. J'ai envie de dire, c'est difficile pour les trois, s'il y a deux parents, concrètement. Et avoir un soutien, ce n'est pas non plus se substituer entièrement, en fait, à la mère. Parce que si l'autre parent se dit très bien, en fait elle va pas bien, donc je vais la soulager de tout, je vais tout faire pour elle, et du coup elle va avoir le moins de poids possible dans son rôle de mère, ça peut donner l'impression de la soulager, mais en fait ça veut dire que la personne qui se sent déjà défaillante et nulle et incapable, elle va dire que finalement on n'a vraiment pas besoin d'elle. Ouais, c'est ça qui est dur. C'est difficile du coup de trouver... En fait, l'équilibre est hyper compliqué. Ouais. Parce qu'en fait, en plus quand on fait une dépression postpartum, les émotions qu'on ressent, les pensées intrusives qu'on peut avoir sont extrêmement violentes. C'est pas dans ce moment-là où on est capable de faire de la communication non violente. Hein. Oui, non, absolument impossible. Vu la violence des ressentis qu'on a envers soi, on peut pas être tout gentil avec les autres autour, quoi. Non. Et ça, c'est encore la question de avoir des ressources. Et quand on n'a plus de ressources, et donc du coup, plus de ressources pour soi, on peut pas en avoir pour les autres. C'est ça. Donc il faut prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Tout à fait. Et ça veut dire aussi que les parents qui vivent en fait la dépression postpartum d'un côté ou de l'autre ont besoin en fait clairement souvent d'être soutenus, d'être accompagnés dans ce processus-là, les deux très souvent, pour en fait réussir à trouver un accordage qui convient à tout le monde, parce que en fait ce qui peut être valable un jour ne l'est plus forcément l'autre jour. Quand il y a un gros down, quand il y a un up, en fait ça peut créer de l'incompréhension par rapport à l'organisation qui a pu se créer, etc. Et c'est un jeu d'équilibre qui se rejoue constamment. Et là je parle même pas que de la dépression postpartum, j'en parle parce que c'est quelque chose qui est très saillant et très fort, mais en fait c'est le cas aussi dans toutes les familles en fait.
Bien sûr. Le rôle de chacun au fur et à mesure du développement de l'enfant, Il évolue. de sa propre disponibilité aussi, de sa propre santé mentale, Mm-mm. de son rythme de vie. Je crois que t'en sais quelque chose avec un gros changement de rythme de vie pour toi en ce moment. Oui. Change très fort en fait en fonction du coup de l'implication qu'on peut avoir par rapport aux enfants et qu'on peut avoir par rapport à soi-même en fait. Oui, bien sûr. Donc forcément, ça se rejoue constamment et donc ça doit aussi très souvent passer par une discussion et par un échange autour de ces sujets-là. C'est ça. Et c'est bien l'essentiel de garder en tête que même si c'est difficile, le mieux c'est d'arriver à se poser et à discuter parce que l'autre ne peut pas répondre à vos besoins si vous ne les formulez pas en fait. C'est impossible. Mmh. Même si on se connaît parfaitement. Oui, c'est ça. C'est compliqué de deviner en fait les besoins de quelqu'un. On peut les présumer, mais le problème qu'il y a, c'est qu'on peut faire que des présomptions. Et on peut se tromper dans nos présomptions et dans nos croyances parce qu'on a toujours notre propre filtre qui va agir. Et alors que l'objectif, c'est de pouvoir retrouver l'autre dans son propre filtre et dans ses propres besoins. Et dans l'accompagnement, si possible, de ses propres expressions, si il y a une culpabilité ou un mal-être assez intense, quoi. C'est ça, exactement. Et alors, ce qui ressort souvent, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais ce qui ressort souvent, c'est que le choix de l'allaitement dans nos familles spécifiquement est un choix qui est clivant parce que on peut avoir l'impression qu'il déséquilibre ou que le coparent ne va vraiment pas trouver sa place, sachant que chez nous, il y a pas de normes en fait, il y a pas d'écrit, il y a très peu de choses sur sur le rôle du second parent. Ouais, disons directement la coparente, hein. Oui, voilà. Enfin, la mère sociale, parce que là, ça concerne vraiment particulièrement ça. Exactement. Je sais que dans beaucoup de nos familles, il va y avoir la volonté, parfois, d'induire la lactation. Oui. Quelque chose qui revient quand même pas mal. Maintenant que c'est volonté connu, ou ce projet, en fait, d'induire la lactation chez la personne qui n'a pas porté. Et ce projet se concrétise parfois, mais en fait, dans ce que je vois, finalement, assez rarement. Parce que l'implication que ça demande, les traitements, la logistique derrière ça est extrêmement lourde. Ouais, ça en rajoute quoi. Ouais, ça en rajoute beaucoup, quoi. Donc c'est pas forcément évident, puis il faut anticiper, ça se fait presque 2 mois à l'avance. Il y a des protocoles pour ça, hein, bien sûr, hein, mais globalement c'est compliqué. Mais en fait, c'est vrai que quand on se projette avec une figure maternelle allaitante, bah ça peut faire sens en fait de le faire comme ça. Mmh. Et puis on a tendance aussi à oublier que on peut être mère différemment parce que c'est un peu l'image d'Épinal de la mère allaitante, ce qui est logique, enfin ce qui est un peu logique, hein, c'est ce qui est transmis et c'est ce qui d'un point de vue anthropologique existe, hein, et puis physiologique aussi, quoi, concrètement. Il y a peu de femmes qui accouchent qui n'ont pas de montée de lait, hein. On va pas se le cacher. Ouais, c'est ça. Et concrètement, il y a ce côté-là, et en effet, quand on allaite, ben ça demande une implication physique particulière et parfois une impossibilité de déléguer certaines choses qui convient très bien à certaines et qui convient moins bien à d'autres. Et à d'autres, ça peut convenir très bien à la mère qui a apporté et pas du tout à la personne à l'autre mère qui va se sentir exclue. Ouais. Et c'est dans ces cas que c'est le plus compliqué parce qu'il y a tout ce besoin de recréer en fait ce que contient le rôle parental et donc ce que va être le rôle parental en dehors d'un allaitement et en dehors d'un biberonnage. Ouais. Et en fait, il y a beaucoup de choses à faire. J'ai déjà écrit pas mal sur des articles, notamment sur mon blog sur ce sujet-là. Je crois que j'ai aussi pas mal de posts sur Instagram. Où en fait, il y a un peu ce fantasme qu'un enfant, c'est un tube digestif qui ne fait que boire, en gros, et déféquer. Et dormir. Ouais, et dormir. Enfin, quand il dort. Ouais, on va espérer. Ouais. Ce qui peut avoir l'impression d'être le cas, mais alors qu'en fait, il y a énormément de choses à côté à faire. Et en effet, quand une femme décide d'allaiter et à ce projet-là, très souvent, elle a besoin de beaucoup de soutien. On va pas se le cacher, quoi. Oui, c'est ça. Et le rôle du parent est soutenant, du parent non allaitant. Ouais. C'est ça. Si physiologiquement, c'est naturel, voilà, on accouche, on a une montée de lait, souvent. Bon, la mise en place est pas forcément si simple que ça. Les sensations sont pas forcément si plaisantes que ça, et ça se fait pas spontanément de manière dans la joie et la bonne humeur, quoi. Ouais, exactement. Donc, c'est sûr que on a besoin de soutien. Et là aussi, en fait, il va falloir trouver un moyen à l'avance, en fait,
de faire un peu front commun dans le sens où si allaitement est décidé, de faire en effet participer l'autre personne dans le sens de en fait ça va être la personne qui va peut-être faire barrage au conseil de sollicité désagréable, la personne qui va soutenir en fait la femme allaitante dans son projet et qui va l'aider à aller dans le sens de ce projet-là. Ça n'exclut pas, par exemple aussi, que l'endormissement qui se fait souvent au sein, parfois on va avoir un allaitement et puis de libérer la personne allaitante et d'aller soi-même bercer le bébé, que ce soit l'autre personne, l'autre mère qui fasse faire le rôle, qui ait les moments de jeu ou les moments chouettes. En fait, c'est un équilibre à trouver, ça, de jeu, de bain, de soins en fait corporels, parce que pour un enfant, il y a quand même beaucoup de choses à faire à côté. Oui. Hein. Et en fait, il y a aussi ce côté où il faut pas oublier qu'une mère qui vient d'accoucher a quand même une vulnérabilité certaine, tant en termes psychiques qu'en termes physiques. Et il y a de manière non négligeable, et quand je le dis comme ça, c'est vraiment le minimum quand je dis non négligeable, des émotions très fortes et le besoin de soutien qui est très intense. Une mère qui vient d'accoucher a besoin d'être maternée. C'est ça. En dehors de tout son propre style de maternage ou pas. Elle a besoin d'être maternée. Ça veut dire qu'elle a besoin d'être cocoonée, elle a besoin d'avoir du soutien, elle a besoin qu'on lui fasse à manger, elle a besoin que les choses du quotidien soient gérées. Alors c'est un fantasme, je sais qu'il y en a plein qui vont m'entendre en me disant mais t'es taré, moi je l'ai pas vécu et je m'en suis sortie, ou moi je l'ai pas vécu et j'ai hyper mal vécu. Oui, en fait. Le fait est que même si vous l'avez pas vécu, et moi dans mon cas par exemple je ne l'ai pas vécu non plus, n'empêche que c'est un besoin. Complètement. Et que si vous avez un ou une partenaire qui va dans le sens de ce besoin, qui prend le relais sur les tâches qui sont pas forcément celles que vous avez envie de faire à ce moment-là, qui vous permet en fait de favoriser et de renforcer la dyade mère-bébé, et qui va en fait aussi prendre sa place quand vous avez besoin de prendre une douche, vous l'avez, sans devoir attendre 23h minuit que l'enfant dorme, parce que ça je le vois aussi pour se laver, etc. Ça permet d'être dans un équilibre de couple et dans une émotion par rapport à son couple qui est vraiment, vraiment très favorable. Ouais. Parce que forcément, en fait, sinon ça crée des précédents. Et les précédents de couple ça s'enquiste, qui s'organisent autour du postpartum, ça dure longtemps. Oh oui. Et même si un jour on peut les pardonner, ça ne s'oublie jamais. Mais complètement, Et c'est triste à dire, mais c'est une période qui est extrêmement sensible émotionnellement. Le cerveau se rappelle très fort des émotions. L'amertume ressentie en postpartum, c'est compliqué, quoi. Pour passer outre. Et donc, le rôle du ou de la coparente, ça va être d'être à fond dans ce soutien dyade mère-bébé et d'être, en fait, dans ce rôle où on va être dans un truc, on va materner, en fait, les deux. Et materner deux personnes, c'est pas juste materner un bébé. Oui. Et c'est pour ça que ce genre de sujet-là, ils sont hyper intéressants pour lequel avancer ensemble, pour en fait trouver un lieu commun et pour que les ressentis de chacun soient très clairs, parce que je peux pas dire, moi, si celles qui vont m'écouter auront besoin de prendre une douche seule et de pouvoir faire elles-mêmes étant une lessive parce qu'elles auront l'impression de pouvoir lâcher un peu la bride au bébé et avoir un peu de liberté, ou au contraire, qu'on les laisse prendre leur bain avec leur bébé et être tout le temps avec leur bébé et qu'elles ne fassent aucune tâche ménagère. Oui. Personne peut dire à la place de quelqu'un ce dont elle aura besoin à ce moment-là et on peut même pas l'anticiper. Non. Concrètement. C'est impossible. Et ça paraît fou de dire qui aura envie d'étendre une lessive. En fait, quand on a un bébé qui pleure toute la journée, relâcher le bébé avec quelqu'un et avoir un quart d'heure de pause dans une pièce en silence, c'est un soulagement. Clairement. Ça peut paraître accessoire, mais ça l'est. Donc voilà, il y a tout ce côté-là en fait où on peut pas prévoir à l'avance les besoins, mais en tout cas en discuter et considérer que l'allaitement, c'est pas en soi, c'est pas un frein. Ça va être ce qu'on en fait et comment ça s'enracine en fait dans le fonctionnement du couple, qui va être hyper important dans le truc. Mais dans tous les cas, ça demande clairement de déconstruire le rôle de mère, qui de toute façon dans une famille hétéro va devoir être déconstruit, quoi. Oui. Et il a aussi besoin d'être déconstruit dans le cas où la mère elle a un certain type de handicap, dans le cas où je sais pas moi il y a eu une mastectomie préventive et donc il y a pas d'allaitement possible. Enfin, bref, forcément c'est un rôle qui est à recréer. À partir du moment où il y a pas d'allaitement, c'est un rôle de mère à recréer. Ouais. Et qui n'est pas toujours socialement très favorisé dans un premier temps avec un nourrisson.
Oui, ça c'est clair. Dans un second temps, ça va. Quand le bébé a plus de 3 ou 6 mois, ça va. Mais dans un premier temps, généralement, la projection est très forte là-dedans. Et donc, c'est une déconstruction. Parfois, c'est des deuils à faire par rapport à comment est-ce qu'on visualisait sa propre maternité, en fait. Oui. C'est hyper intéressant tout ça et ça mériterait clairement qu'on continue à en parler. Il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, ce que je retiens de tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est que la communication est le maître mot de on va pas dire de la réussite parce qu'on peut jamais prévoir comment vont se passer un postpartum pour à la fois la personne qui a porté, mais aussi pour la personne qui n'a pas porté. Et qu'il ne faut jamais avoir une présomption de compréhension. Donc, les gens autour de vous, tout votre entourage ne peut pas comprendre ce que vous vivez si vous ne le formalisez pas. Donc, il faut évidemment communiquer. C'est ce qu'on vient de dire. Et surtout, il ne faut jamais hésiter à demander et à accepter l'aide que l'on vous donne. Oh là là, ça c'est sûr que sincèrement, si on me l'avait dit avant, j'aurais fait genre oh oui, mais si on me l'avait enfoncé dans le crâne à piquer, je crois que j'aurais aimé l'entendre. Il y a 5 ans, j'étais pas capable de l'entendre. Et quand j'ai accouché, et je pense que plus on est, alors moi j'ai un rôle de maman solo, tu vois, donc j'ai pas de. Ouais, t'as pas de relais de relais directement dans le couple, je veux dire, tu vois. Ouais. Et comme j'ai décidé d'être, on en avait discuté d'ailleurs pendant le live, comme j'ai pas de coparents, et ben je me suis dit tu sais quoi, j'ai décidé de faire un enfant seul, ça veut dire que je dois tout assumer. C'est ça. Donc l'aide des autres, je dois pas la prendre parce que sinon je vais en devenir dépendante. Et donc il y a un peu ce côté-là aussi qui est intéressant, c'est que dans tous les cas en fait, qui est coparent ou qui est pas coparent, l'aide extérieure n'est pas une entrave à votre rôle de mère. Jamais on ne vous prendra votre rôle de mère, on ne vous considérera comme invalide, illégitime ou une mauvaise mère parce que vous demandez de l'aide. Et si des personnes vous laissent croire ça, ce sont des personnes qui n'ont rien à faire dans votre entourage. C'est ça, à fuir. Voilà. Je suis assez catégorique sur le sujet. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, je te remercie beaucoup, Natacha. De toute manière, on va se retrouver d'ici très peu pour aborder de nouveaux sujets. On te retrouve évidemment sur ton compte Instagram, La Curiosité Bienveillante. Et je vous invite très fort aussi, si vous en ressentez le besoin, à ne jamais hésiter à consulter un spécialiste en parentalité et en périnatalité. Parce on n'a pas rappelé que j'étais psychologue en périnatalité. Exactement, c'est pour ça que je le redis. Mais c'est surtout que c'est essentiel et que la plupart du temps, ça nous permet d'aller plus vite. En tout cas, d'atteindre plus rapidement cet équilibre qu'on recherche. Tout à fait. Bah, écoute, merci à toi, Constance. Je t'en prie. À très bientôt, Natacha. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Nous nous retrouvons dans 2 mois avec les réponses apportées par Natacha à une nouvelle question. Pour cela, je vous ouvre une nouvelle boîte à questions suite à la diffusion de cet épisode. N'hésitez pas à y inscrire vos doutes, quels qu'ils soient. Si cet épisode vous a plu, que vous pensez qu'il mérite d'être partagé et qu'il peut soutenir de nouveaux ou futurs parents, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez aussi faire découvrir le podcast en le partageant sur les réseaux sociaux. Je suis présente essentiellement sur Instagram, c'est là que vous me trouverez la plus réactive. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le noter sur votre plateforme d'écoute, Spotify principalement, et me laisser un commentaire sur Apple Podcast. Je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontsbien-podcast, pour poursuivre la discussion autour de ce thème ou en ouvrir de nouvelles. Je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode du fil rouge du podcast Les enfants vont bien. Je vous souhaite une belle semaine. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out,
only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone, less alone.